Malika Bellarbi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Aide-soignante, responsable aussi du collectif national CGT Santé, vous avez décidé de parler. Vous allez nous expliquer ce que vous avez vu, vécu dans un instant. Vous nous avez envoyé des images qui nous ont véritablement interpellés. On va en parler dans un instant. D'abord, cette audition aujourd'hui pour vous, quelle importance et qu'est-ce qu'elle doit changer ? Cette audition, elle est très importante pour moi parce que effectivement, l'édition du livre Fossoyeur effectivement fait état de la sinistralité qu'il y a sur nos conditions de travail au niveau des salariés, dans du secteur public et privé, ainsi l'impact sur la prise en charge de nos résidents. Mais je tiens quand même à souligner que ça fait plusieurs années que des soignants se mobilisent, manifestent cette défaillance qui n'a pas été écoutée par le gouvernement, et qu'aujourd'hui un livre puisse apporter des preuves réelles, parce que je pense que les preuves, nous les avons assez apportées dans la rue et aussi avec quand même des faits matériels, car moi dans mon département j'ai interpellé les agences régionales de santé sur la défaillance qu'il y a sur la prise en charge de nos résidents dans certains établissements d'EHPAD. Ça n'a jamais été écouté. Donc je félicite bien sûr l'ouvrage, pas parce que c'est un ouvrage comme vous le paraissez scandaleux, mais c'est un ouvrage qui va peut-être ouvrir la brèche et permettre à nos résidents dans nos EHPAD, à domicile, soient bien traités, et que les salariés aussi puissent être reconnus voilà, à toutes les missions qu'ils mettent en place au quotidien dans ce secteur du grand âge. Oui, parce qu'il y a une double souffrance, celle évidemment des résidents des EHPAD, mais aussi celle de ceux qui y travaillent. Madame Bellarbi, vous nous avez envoyé des images provenant d'un EHPAD. Elles montrent l'état déplorable de cet établissement. On les découvre à l'écran, ces images. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce qu'on y voit et pourquoi ces images sont pour vous choquantes ? Parce que c'est un peu le ras-le-bol des soignants. Elles sont arrivées à prendre des photos parce qu'elles sont outrées des conditions de vie des résidents. Effectivement, ça n'est pas public. Il y a quelques mois, j'ai signalé à l'ARS la défaillance de cet établissement sur la question des conditions de vie des soignants. Des conditions de vie des résidents et aussi de la souffrance des soignants, et ainsi des plaintes de familles qui ont été aussi manifestées dans cette EHPAD. Et oui, je vais montrer cette image pour montrer qu'aussi dans le service public, aussi, les résidents sont vraiment en grande souffrance, parce que vous voyez bien dans quelles conditions de vie ce résident vit, et je pense qu'il est seul, hein. Il n'a pas de famille, donc voilà aussi l'état des lieux. Je suis désolée, hein, c'est très grave ce qui se passe, voilà. Et ça, c'est important de le voir pour que vraiment montrer qu'il y a vraiment une défaillance et que ce n'est pas juste des paroles de soignants parce qu'on est toujours en train de nous mettre en cause quand on dénonce les choses. Et ben moi, j'en suis bien contente de montrer cette image. Comme ça, toute la France voit dans quelles conditions les résidents vivent dans certains EHPAD, pas partout. Vous nous parlez de plaintes, vous nous parlez de signalement à l'ARS locale. Alors d'abord, de quelle ARS s'agit-il et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu ? Rien, jamais. J'ai les documents, hein. J'ai envoyé plusieurs courriers à l'ARS concernant cet établissement, sur la question déjà des conditions de travail, de la souffrance des soignants, mais aussi d'une grande discrimination envers des résidents, et les familles aussi qui sont derrière, qui n'ont pas été entendues. Et aussi un conflit d'intérêts, parce que si vous regardez dans cet EHPAD, et j'aimerais bien que Madame Bourguignon, qui a été la semaine dernière dans cet EHPAD pour lui attribuer de l'argent dans le cadre du Ségur Santé pour la reconstruction, c'est déjà de voir l'état des lieux et de m'écouter pour que je puisse lui expliquer un peu la situation de cet EHPAD où j'ai manifesté devant cet EHPAD pour dénoncer. D'ailleurs, le maire de Montrouge a été quand même complice avec cette direction, parce qu'il m'a envoyé la police pour me gazer. Heureusement que cette déclaration de manifestation, elle a été déclarée et qu'il y avait les autorités de police qui étaient là pour me protéger, parce que franchement, pour dénoncer l'état des lieux et peut-être me faire agresser, moi, en tant que citoyenne, parce que je n'ai jamais commis aucun acte criminel, je trouve que c'est inadmissible. Restez avec nous, Madame Bellarbi. Évidemment, des faits qui posent la question des contrôles, des visites de courtoisie pour Sarah Salman. Elle est avocate, elle est à l'origine d'une action collective contre deux groupes, Orpea et Corian. Elle dit « Les établissements sont prévenus à l'avance ». Divine Potros, est-ce que c'est vrai ou faux ? Eh bien oui. Vrai. Les contrôles sont généralement programmés dans les EHPAD plusieurs semaines, voire plusieurs mois
à l'avance. Ces contrôles, ils sont réalisés par les conseils départementaux pour ce qui concerne le social et par les ARS pour ce qui concerne les soins. Et en fait, chaque année, eh bien, les directeurs des EHPAD et la direction des ARS régionaux se réunissent pour établir un programme d'inspection qui fixe les dates, les types, les objectifs des contrôles. En fait, le directeur d'un EHPAD sait très en avance quand est-ce qu'il sera inspecté. Non seulement c'est légal, mais c'est même recommandé notamment par l'inspection générale des affaires sociales qui écrit ceci: pour le bon déroulé de cette inspection et de son efficience, l'information du directeur ou du responsable de la structure est en général la règle. Alors pourquoi cette recommandation? Eh bien, l'IGAS explique tout simplement pour que les chefs d'établissement aient le temps de s'organiser, de réunir les documents qu'il faut présenter, réunir également les équipes concernées par le contrôle, s'il le faut également convoquer des personnes. Alors, c'est la grande majorité des cas, c'est contrôle programmé, mais il existe évidemment aussi des contrôles inopinés ou d'urgence en cas de soupçon grave, en cas de signalement répété de famille, ou alors si un EHPAD est silencieux, si en fait il ne répond plus aux sollicitations des ARS. Ces contrôles inopinés, ils sont fréquents? Eh bien, en fait, il n'y a pas de chiffres officiels sur la question, mais d'après les différents témoignages des personnes qui travaillent dans les ARS, non, ces contrôles inopinés sont malheureusement pas fréquents, ils sont même extrêmement minoritaires, même si évidemment c'est très difficile d'avoir un chiffre sur la question. On a sollicité les services de l'IGAS, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Pour vous donner un ordre d'idée, en Ile-de-France, il y a seulement eu en 2019 10 contrôles inopinés, alors que la région compte 700 établissements. Alors pourquoi il n'y a pas plus de contrôles? Eh bien tout simplement parce que les ARS manquent de bras pour réaliser ces contrôles. Les effectifs des ARS ont diminué de 28% depuis 2014 et c'est même 40% de diminution pour ce qui concerne les médecins inspecteurs. Merci Nivine pour ces précisions. Madame Bellarbi, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Vous le connaissez peut-être mieux que personne, ce système. Hein. Vous l'avez pratiqué, vous le pratiquez toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut faire en sorte d'améliorer les choses rapidement? On pense évidemment aux résidents, on pense aussi au personnel. Tout à fait, hein. Vous avez bien dit le mot, c'est nos résidents et aussi le personnel, c'est d'augmenter vraiment d'urgence le personnel soignant, aussi les former. Et aussi au regard du Ségur Santé par rapport aux 40% de soignants qu'il y a au niveau national qui ne sont pas du tout diplômés, qui sont ASV, pardon madame, aujourd'hui je le précise pour ceux qui nous écoutent, il y a environ 7 soignants pour 10 résidents. À quel niveau est-ce que c'est soutenable? D'abord évidemment pour les résidents, qu'ils soient suffisamment entourés, et pour le personnel de pouvoir leur accorder le temps nécessaire. Écoutez, vous dites qu'il y a 7 soignants pour des 10 résidents. La semaine dernière, j'ai fait une grande journée des EHPAD avec 150 salariés de tout le département au niveau du territoire national. Il n'y en a aucune qui a manifesté qui avait des effectifs suffisants. Nous avons fait une enquête sur 4 départements. Donc, le ratio soignant, il est à 0,20 à 0,40. Et si on parle de 7 sur 10, c'est parce qu'on parle de la généralité de tout le personnel, tout confondu, et non des soignants qui sont auprès des résidents dont ils ont vraiment besoin qu'on puisse bien les soigner et les accompagner. Parce que ce n'est pas que la toilette et l'alimentation. Derrière, il y a le soin relationnel. Derrière, c'est des personnes vulnérables qui ont besoin de présence, qui ont besoin aussi de soins relationnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effectuer en ce moment, ce qui est inadmissible. Parce que quelque part, ils en souffrent, nos résidents, mais nous-mêmes, on en souffre parce qu'on ne répond pas à nos missions de soins. Parce qu'il ne faut pas oublier, être soignante, c'est un métier, mais c'est un métier de relations humaines. Donc, imaginez qu'on rentre chez nous et qu'on n'est pas satisfait sur tous les soins qu'on doit donner au quotidien. Vous imaginez nos risques psychosociaux et notre souffrance derrière. Alors, faut-il aller encore... Futurs parents. Pardon, madame. Faut-il aller encore plus loin pour aller plus vite? Écoutez ce que propose ce matin François Ruffin concernant le groupe Orpea mis en cause par ce livre, Les Fossoyeurs. Moi, ce que je réclame, c'est la réquisition de Orpea. Je ne dis pas la nationalisation, je dis la réquisition. Ça veut dire qu'on prend les maisons de retraite Orpea et on les passe sous statut public, associatif. Pourquoi réquisition? Pourquoi je souhaite que les actionnaires ne reçoivent pas 1 euro
là-dedans. Parce que je pense que pendant des années, ils ont touché des dividendes sur quoi? Ils ont touché des dividendes sur la maltraitance des personnes âgées en EHPAD. Ce que dit François Ruffin, Coralie Dubos, c'est que le problème dans tout ça, c'est l'argent. Est-ce qu'il a raison? Je pense que ce qu'il dit aussi, c'est que le problème, c'est la maltraitance. Oui. Non, mais la maltraitance découle des contraintes financières. Voilà ce qu'il dit. Il dit en fait, si les pressions financières n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas besoin de faire autant d'économies, de rationner par exemple les plateaux repas, ou de passer, on pourrait passer plus de temps autour des résidents. Voilà. Il n'est pas le seul à le dire d'ailleurs. Non, mais c'est l'argument de M. Druffin sur à peu près tous les sujets. Vous pouvez changer le mot EHPAD par n'importe quoi d'autre, il vous dira la même chose. Je ne crois pas que la réquisition soit la seule sûre, mais je vais m'en expliquer. D'abord, je voudrais saluer Madame Belarki, Malika. D'abord, bravo, parce que vous faites, je crois, un magnifique métier qui, comme vous le disiez très justement, au-delà de nourrir et de laver des personnes, leur apporte un réconfort humain que leur famille ne peut plus leur apporter. Moi, je suis dans une famille qui a beaucoup de chance parce que ma mère se consacre à mon père et il n'est pas, alors qu'il est en immense difficulté de dépendance, en maison spécialisée de ce type-là. Et je pense que la chaleur humaine qu'elle lui apporte va bien au-delà des soins physiques et qu'effectivement, c'est absolument indispensable pour des conditions de vie décentes pour nos aînés. Je suis très touchée par ce sujet parce que je crois qu'il est lié à un changement de nos modes de vie. Il y a 100 ans, vous n'aviez pas des EHPAD comme ça et des métiers spécialisés là-dessus et des familles qui vivaient de façon plus éclatée. Donc nous sommes sur un champ nouveau d'organisation de notre société, mine de rien, nouveau à l'échelle de notre civilisation, où effectivement il y a des bonnes choses qui sont mises en place, ces métiers, ceux que vous exercez, madame, qui permettent à des centaines de millions, enfin pas des centaines de millions, des centaines de milliers, voire des millions de personnes de bénéficier de soins quand ils sont seuls, et de ne pas être seuls chez eux, mais de bénéficier de soins et d'attention, qui permettent à des familles, d'une façon ou d'une autre, de faire prendre soin à leur place de leurs aînés. Et c'est une bonne chose, mais malheureusement, il y a des endroits où ça dysfonctionne. Je dis bien, il y a des endroits, et pas tous les endroits. Et je ne voudrais pas, et c'est ce qui m'inquiète un peu avec les propos de M. Ruffin ou de certains que j'entends ces derniers temps, dans cette polémique, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des établissements, ni sur l'ensemble d'un groupe. Je pense qu'il faudra vraiment distinguer. Malheureusement, il y aura du cas par cas, il y aura des situations, il y aura des endroits où il y a des dysfonctionnements et des endroits où ça se passe très bien. Et pour tous les endroits où ça se passe très bien, je pense que nous devons aussi respecter les directeurs d'établissement et les actionnaires de certaines structures où ils font en sorte que nos aînés puissent vivre des moments dans une immense bienveillance. Et cela, les en remercier. Pour les endroits où ça dysfonctionne, il faut être intraitable. Il faut être intraitable et il faut être sévère. Il faut effectivement, comme ça a été très bien expliqué par votre journaliste, que les contrôles inopinés soient renforcés. Il faut maintenir les contrôles avec prévention. Et c'est logique, puisque vous risquez de désorganiser un service, de prendre à partie certaines personnes qui ne sont pas là ce jour-là si vous n'avez pas des contrôles organisés. Mais il faudra peut-être multiplier les contrôles inopinés. Ça, c'est indispensable. Et puis surtout, comme l'a dit d'ailleurs Madame la ministre Bourguignon, il faudra des sanctions. Là où il y a eu maltraitance, enfin c'est pas un mot léger, la maltraitance. S'il y a eu maltraitance volontaire, assumée sur nos aînés, pardon, mais on a un code pénal qui existe. On a un code pénal qui existe, il y a des sanctions qui sont possibles. Sauf que c'est très compliqué parce que de très nombreuses familles hésitent à porter plainte ou aller réclamer en matière pénale, un meilleur traitement au sein même des EHPAD parce qu'ils ont peur évidemment des représailles. J'écoutais hier la PDG de Corian qui disait qu'ils avaient 28 signalements sur des dizaines de milliers de résidents. Peut-être était-ce parce qu'il n'y a que 28 cas, mais peut-être est-ce aussi parce que certains n'osent pas aller se plaindre parce que les résidents restent dans ces maisons de retraite. Moi, je pense alors, pour ces familles-là, celles qui hésitent et qui auraient peur, n'ayez pas peur, parce qu'en fait, si vous avez des motifs suffisants et légitimes de porter plainte, c'est que la situation est grave et qu'il y a une vie en danger. Déjà, on n'hésite pas quand il y a une vie en danger. D'autre part, quand vous avez porté plainte, je peux vous dire que si l'établissement est défaillant, il va se mettre en garde à vous. Il va se mettre en garde à vous parce que c'est la justice. Et la justice, ça rigole pas. Il faut donc parler. Merci Coralie Dubos. Merci aussi Malika Belarbi d'avoir témoigné ce matin en direct sur LCI. Dans un instant, on va parler d'un procès crucial, celui des attaques du 13 novembre. Juste avant, les essentiels LCI.